Bonjour physiciens et physiciennes. Aujourd'hui, on va parler des différents types d'énergie qu'on obtient quand on fait des travaux. Travaux contre l'inertie, travaux contre la force gravitationnelle et la force de friction. Bon cours tout le monde, bouteille au sol! Donc, le premier type d'énergie mécanique qu'on va regarder, c'est le résultat d'un travail qui est fait contre l'inertie. Petit rappel, quand on avait parlé de la masse, on avait dit que c'était la quantité de matière, mais on avait dit aussi que c'était la mesure de l'inertie, soit la résistance au changement de mouvement. Donc, si je fais un travail contre l'inertie, c'est que je veux changer l'état de mouvement de mon objet, donc ce serait l'énergie associée au mouvement. Donc, encore une fois, les gens qui font des cours de conduite ou qui ont le cours de chimie, ou même suite à votre cours de secondaire 4, vous savez que l'énergie associée au mouvement, c'est de l'énergie cinétique. Justement, quand on parle du mot cinéma, ce sont des images en mouvement. Donc, c'est la même racine ici dans ce cas-là. Donc, ici, le symbole pour énergie cinétique, ça va être K. Okay. Racine grecque, mais en anglais aussi, c'est kinetic energy. Donc, le K est associé à ça. Donc, si je fais un travail à ce moment-là contre l'inertie, je vais avoir un changement d'énergie cinétique. Donc, ça va être F fois delta S. Donc, je vais ressortir des choses. Donc, on va assumer ici que le travail que je le fais sur un objet qui est au repos au départ. Donc, bon, ça, il n'y a rien de nouveau ici. Le F par la deuxième loi de Newton, je sais que c'est F égale ma. Puis, delta S, formule mucho puissante. OK, on sait que delta S est égal à vitesse initiale fois delta T plus une demi-A delta T carré. Okay? Et encore une fois, si ma vitesse initiale est égale à 0, ben ce terme-là va disparaître. Okay? Donc, ça devient à ce moment-là, delta S est égal à une demi-A delta T au carré. Donc, je vais réécrire mon équation de départ avec ça ici. Donc, ça devient ici variation d'énergie cinétique va être égal à masse fois accélération fois une demi-A delta T carré. Maintenant, je sais que l'accélération, que je trouve ici et là, par définition, accélération, c'est variation de vitesse sur variation de temps. Donc, les deux A que j'ai ici, je peux les changer par cette expression-là. Donc, ça devient ici variation d'énergie cinétique est égale à masse fois delta V sur delta T fois une demi. L'autre A ici devient aussi, excusez-moi, une demi, pas très beau, fois delta V sur delta T. Là, je laisse tomber le vecteur, c'est sous-entendu. Et on assume ici que la force est dans le même sens que le déplacement. Donc, cos θ est égal à 0, donc je n'ai pas besoin de me soucier de l'angle ici dans ce cas-là. Donc, oui, delta V sur delta T fois delta T au carré. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai delta T au dénominateur et j'ai delta T carré au numérateur. Donc, ça s'annule. Donc, ça devient variation d'énergie cinétique. Le terme une demi, je vais le mettre au début. Une demi fois m fois delta V fois delta V. Donc, ça va faire ici delta V au carré. Okay? Mais je reviens ici. On a dit au départ que la vitesse initiale était nulle. Donc, ça veut dire à ce moment-là que mon changement de vitesse va être égal à la vitesse finale. Donc, vitesse finale que je vais avoir au moment où je recherche mon énergie va être égale à mon delta V. Okay? Donc, si vitesse initiale est égale à 0, donc ça veut dire à ce moment-là que delta V va être égal à vitesse finale ou vitesse que je vais avoir à la fin de mon travail. Donc, de la même façon, si ma vitesse initiale est égale à 0, ben je sais qu'au départ, mon énergie cinétique était nulle. Donc, mon énergie cinétique à une certaine vitesse va être égale à mon changement d'énergie cinétique. Donc, je peux enlever le delta. Donc, ça devient ici une demi mv au carré. Et voilà. Donc, aussitôt que vous avez un objet
en mouvement, l'énergie associée à ce mouvement-là va être exprimée par cette relation-là. En passant, le E est toujours bien carré, bien majuscule. Le K, c'est pas très bien défini, là. Ça peut être même cursif dans ce cas-là. Okay? Donc, ici, K, c'est l'énergie cinétique en joules. Petit rappel, hein? Joule égale pas ça, égale pas ça. OK, ça me prend vraiment le gros J carré ici, dans ce cas-là. Ici, M, ça va être la masse exprimée en kilogrammes, K minuscule, G minuscule. Et donc, V, ça va être la vitesse de l'objet exprimée en mètres par seconde. Voilà. S'il y en a qui se demandent pourquoi ça donne des joules, tout ça, voyez-vous, ici, on a la masse en kilogrammes. La vitesse au carré, ça va faire mètres carrés par seconde carré. Ça va être la même chose que kilogramme mètre par seconde carré fois mètre. Et on avait vu justement, ça c'est M fois A, OK? Donc ça, ce sont des newtons, et ça, ce sont des mètres. Et on a vu la dernière fois, justement, F delta S, des newtons-mètres, ça correspond à des joules. Voilà. Donc, aussitôt qu'il y a de l'énergie associée au mouvement, énergie cinétique est égale à 1/2 mv carré. Exercice en lien avec ça. Donc, demoiselle à bicyclette, question A. Quelle est l'énergie cinétique d'une cycliste de 90,00 kg, vélo inclus, roulant à 7,00 mètres par seconde? Question B. Quel serait le travail mécanique à faire pour l'arrêter? Indice pour cette question-là, rappelez-vous que le travail, c'est la variation d'énergie. Donc, vous pouvez exploiter ça pour résoudre cette partie-là. Et C. Quelle est l'énergie cinétique de la cycliste si sa vitesse était le double de celle qu'elle avait à A? Prenez une pause, essayez ça. Donc, question A, énergie cinétique de la cycliste. Donc, données, masse 90 kg, vitesse 7,00 mètres par seconde. On recherche énergie cinétique. Donc, application directe de la formule, 1/2 mv carré. Donc, on a ici 2205 joules. Ensuite de ça, énergie nécessaire au travail à faire pour l'arrêter. Bien, on garde en tête que le travail, c'est le changement d'énergie. L'énergie cinétique initiale, c'est ce qu'on a trouvé ici, 2205 joules. On sait qu'à la fin, si elle est arrêtée, son énergie cinétique, ça va être 0. Pas de vitesse, pas d'énergie cinétique. Donc, le travail, c'est énergie finale moins énergie initiale. Donc, 0 joules moins 2205. Donc, j'ai fait un travail de moins 2205 joules. Le moins veut dire que j'ai retiré de l'énergie au système. Il y a eu une perte d'énergie dans le système. Question C. OK. On pourrait refaire le calcul en prenant justement le double de cette vitesse-là, donc en faisant 1/2 mv carré, mais avec 14 mètres par seconde, et on trouverait 8820 joules. Okay? Mais il faut considérer aussi que quand on calcule l'énergie cinétique, c'est proportionnel au carré de la vitesse. Donc, si je double la vitesse, ben, mon énergie sera quadruplée. 4 fois plus d'énergie pour 2 fois plus de vitesse. Donc, c'est pour ça que, exemple, si vous roulez en voiture à 100 km/h, ben, votre vitesse de freinage, en assumant que c'est une force constante pour le freinage, votre distance de freinage va être 4 fois plus longue que si vous rouliez à 50 km/h. Donc, on ne double pas la distance en doublant la vitesse, on va la quadrupler. Je vous pose la question, si vous rouliez 3 fois plus vite, qu'est-ce qui se passerait avec votre énergie? Donc, ce serait 3 au carré, donc vous auriez 9 fois plus d'énergie.
Deuxième type d'énergie qu'on va explorer aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail qui serait fait contre la gravité, contre la force gravitationnelle. Si vous vous souvenez de ce que vous avez vu quand vous aviez parlé des barrages hydroélectriques l'année passée, ben justement de l'eau qui a une certaine hauteur, donc qui a accumulé de l'altitude par rapport à la gravité, elle a de l'énergie potentielle. Okay? Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de l'énergie potentielle gravitationnelle. C'est possible d'avoir de l'énergie potentielle électrique. Quand on parlait de la différence de potentiel d'une source de courant, quand j'étire un élastique, c'est de l'énergie potentielle élastique. Aussitôt qu'on travaille contre une force, on peut assumer qu'on accumule de l'énergie potentielle. Okay? Puis potentielle, c'est parce qu'elle a la capacité de se déployer, de se redégager sous une autre forme. Donc, c'est pour ça qu'on accumule de l'eau en altitude en amont d'un barrage pour qu'il y ait le potentiel de faire bouger une turbine et de produire de l'énergie électrique avec ça. Donc, symbole pour ça, ça va être E indice P. Le E est absolument majuscule et carré, le P est comme vous voulez. Donc, le travail qu'on va faire va amener un changement d'énergie potentielle. Encore une fois, c'est F produit scalaire delta S. Donc, qu'est-ce qui se passe? Supposons que mon travail, là, c'est une masse là, et je veux la monter. Donc, je travaille contre la gravité pour faire ça. Donc, si je veux la monter à vitesse constante, okay, parce que je ne veux pas nécessairement que mon énergie cinétique change. Là. Je veux juste combattre la gravité, je ne veux pas lui donner de la vitesse. Donc, la force à fournir pour la monter, c'est la force gravitationnelle, donc M fois G, que je vais exercer vers le haut ici, dans ce cas-là. Okay, donc, ça ici va devenir M fois G. Et le déplacement, delta S ici, ça va correspondre au changement de hauteur, delta H. Donc, j'obtiens le travail, ça va être le changement d'énergie potentielle. Et ça sera mg fois delta H. Et là, on peut toujours dire, puis c'est un choix qu'on fait à chaque problème, on peut dire que la hauteur minimale que j'avais au départ, c'est une hauteur initiale de 0 mètre. Donc, ça veut dire à ce moment-là que mon déplacement ou mon changement de hauteur va être égal à la hauteur finale que je vais avoir ici. Donc, même chose ici. Ma hauteur initiale étant de 0, mon changement d'énergie potentielle va être égal à l'énergie potentielle finale. Mon changement de hauteur va être égal à la hauteur finale. Donc, les deltas peuvent disparaître. Donc, ça devient énergie potentielle est égale à mgh. Voilà. Et encore une fois, on n'a pas besoin de se soucier du produit scalaire ici parce que ma force que je vais exercer est dans la même direction que le déplacement vertical que je vais faire. Donc, cos θ, c'est 1. L'angle vaut 0 dans ce cas-là, donc cos θ vaut 1. Donc, il n'y a pas de cos qui va apparaître ici dans ce cas-là. Donc, voilà. Énergie potentielle est égale à mgh. Donc, P, c'est énergie potentielle qui sera en joules. M, ça sera la masse exprimée en kilogrammes. G, ça sera 9,8 newton par kilogramme. On peut utiliser aussi 9,8 mètres par seconde carré. Dans les deux cas, ça va donner quand même des joules à la fin. Et H, ça sera la hauteur qu'on aura atteint. Et on va l'exprimer en mètres. Encore une fois, mg, c'est des newtons. H, c'est des mètres, donc newton-mètre, ça va me donner des joules pour l'énergie potentielle. Donc, exercice en lien avec l'énergie potentielle. On vous demande ici, quel est le travail requis pour monter une masse de 4 kg le long des trajectoires A et B? Et on assume que ça se fait à vitesse constante. Donc, il n'y a pas de changement d'énergie cinétique là, qui va être en jeu ici dans ce cas-là. Donc, on va calculer l'énergie nécessaire pour passer par A et l'énergie nécessaire pour passer par B à ce moment-là. Je vous laisse quelques secondes pour le noter, mais on va le faire ensemble. Celui-là, il est un petit peu subtil.
chemin A. Là, ici, il y a deux façons de le voir. On peut faire justement travail est égal à F fois delta S en produit scalaire. Donc, la force pour monter ma masse vers le haut, ça va être mg. Il faut que je combatte la force gravitationnelle. Et mon delta S, ça sera 5 mètres fois delta S ici dans ce cas-là. Okay. Donc, ça va faire ici 4 kg fois 9,8 newton par kilogramme fois 5 mètres, ce qui va donner ici 196 joules. Okay. Ça, c'est la première version. Deuxième version, on peut dire que le travail ici va être égal au changement d'énergie potentielle. En bas ici, on peut dire que c'est altitude 0. Donc, énergie potentielle initiale, c'est 0 joules. Énergie potentielle finale, ça sera mgh. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle, mais ça et ça, c'est le même calcul là, qui va ressortir. Donc, encore une fois, 4 kg fois 9,8 newton par kilogramme fois ma hauteur, qui sera 5 mètres, ce qui me donne 196 joules. Okay. Donc, je reviens à ça ici. Mon travail, c'est mon changement d'énergie potentielle. C'est énergie finale moins énergie initiale. Ça, c'est finale ici dans ce cas-là. Donc, mon travail, ce sera 196 joules moins 0 joules. Donc, 196 joules. La dernière étape est assez auto-évidente, je vous dirais. Donc, si vous avez compris que l'énergie potentielle finale, c'est le travail dans ce cas-là, donc cette étape-là serait suffisante là, pour justifier ça. Chemin B maintenant. OK. Donc, la question à se poser, c'est que si je suis sur mon plan incliné comme ça ici, quelle est la force que je dois fournir pour être capable de monter ça à vitesse constante? Donc, on va rechercher des choses du mois de décembre, mais la force qui, en principe, pousserait ma sphère vers le bas de la pente, ça serait la force parallèle. Donc, ça veut dire que si je veux pousser ma balle à vitesse constante, il faut que la force totale soit 0. Donc, je dois annuler la force parallèle ici dans ce cas-là. Donc, ma force parallèle, c'est égal à mg sin θ. Okay. Je garde ça en mémoire, je ne calculerai pas tout de suite. Et mon travail, à ce moment-là, ça va faire force parallèle fois delta S. Donc, ça va faire ici mg sin θ fois mon déplacement qui est 10 mètres ici. Okay. Donc, je vais remplacer les valeurs maintenant. Donc, ça va faire ici 4 kg fois 9,8 newton par kilogramme fois sinus de 30 degrés. Okay. Vous pouvez vous souvenir de vos maths de secondaire 4. Sinus 30 degrés, ça vaut 0,5. Ou, voyez-vous, le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Fait que c'est 5 sur 10, donc c'est 0,5. Donc, sinus 30, là, ça vaut une demi ici, dans ce cas-là. OK? Et fois delta S, qui est 10 mètres. Voilà. OK? Et si on calcule ça, ça va vous donner 196 joules. Oh, coïncidence cosmique. Même chose qu'on avait obtenu par le chemin A. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, voyez-vous là, si je prends ma balle ici, puis que j'amène, je fais faire toutes sortes de zigzags, puis qu'elle finit, mettons que je pars au repos, puis je finis au repos, peu importe par quel chemin je suis passé, chemin A, chemin B, ou toutes sortes de zigzags entre les deux à ce moment-là, ben le travail que j'aurais fait va juste être le changement d'énergie potentielle qui dépend seulement du changement d'altitude. Donc à ce moment-là, 196 joules dans ce cas-là. Voilà. Dernier scénario pour aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail fait contre le
le frottement ou contre une force de friction. Donc, par expérience, les gens, justement, quand ils ont froid, ils se frottent les mains. Donc, on obtient un petit peu de chaleur avec ça. Si vous avez déjà touché vos pattes de frein là, sur une bicyclette ou sur un disque, là, après un freinage, ça devient très chaud dans certains cas. Donc, la force de frottement appliquée sur un certain déplacement, ben, ça produit de la chaleur, ça produit de l'énergie thermique. Okay. Je vais généralement employer E indice TH pour ça ici. Je sais que dans certains contextes, on emploie Q pour représenter la chaleur, mais dans des systèmes énergétiques, Q peut représenter autre chose. Donc, je vous encourage à prendre ETH dans ce cas-là. Donc, le travail que j'aurais fait, donc, ce sera de l'énergie thermique. Okay? Et bon, ça va être directement comme ça ici. Ça va être force de frottement fois le déplacement sur lequel ce frottement-là s'est appliqué. Et ça s'arrête là. Sauf que, dans ce cas-là, le produit scalaire a quelque chose de bien important à nous dire. Imaginez-vous là, un bloc, une brique, peu importe, là, qui va glisser dans cette direction-là. OK? Ben, la force de frottement, c'est toujours dans le sens opposé au mouvement. Donc, ça sera comme ça ici. Donc, ça veut dire à ce moment-là que si je calcule ça ici, ça va faire F fois delta S, fois la norme de delta S, fois le cos de 180 degrés. Et cos 180, ça vaut moins 1. Donc, ça veut dire finalement, puis on n'en tiendra pas toujours compte, mais il faut garder en tête que ça dit que vu que les deux ici sont dans des directions opposées, ça va amener une perte d'énergie. Donc, le système va perdre de l'énergie et ça va se dégager dans l'environnement sous forme de chaleur. Donc, généralement, dans un système mécanique, l'énergie thermique, c'est un facteur de perte. C'est l'air alentour ou le milieu alentour, ça peut être de l'eau, ça peut être n'importe quoi, mais c'est le milieu extérieur qui va avoir un gain de chaleur à ce moment-là, mais c'est une perte au niveau du système mécanique dans ce cas-là. Donc, exercice en lien avec l'énergie thermique. Un enfant sur une trottinette roulant sur une surface horizontale a une énergie cinétique initiale de 750,0 joules. Il se laisse rouler et subit une force de friction de 20,00 Newton sur 20,00 mètres. Masse totale de l'enfant et trottinette, 50,00 kg. A. Quelle était sa vitesse initiale? B. Quelle quantité d'énergie a été perdue? Et C. Quelle sera sa vitesse finale? Essayez ça, s'il vous plaît. Donc, solution pour le problème de trottinette. Donc, on connaît l'énergie cinétique initiale de la personne avec sa trottinette, donc 750,0 joules. Ensuite de ça, la masse totale, 50 kg. On recherche la vitesse initiale. Donc, si c'était de l'énergie cinétique, ça correspond à une demi-mv carré, avec la vitesse initiale dans ce cas-là. Donc, je peux isoler vitesse. Donc, ça va faire vitesse initiale est égale à racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique initiale divisée par la masse, racine carrée de tout ça. Ça me donne une vitesse initiale de 5,48 mètres par seconde. Problème B. On cherche l'énergie perdue, donc ça va être l'énergie perdue à cause de la force de frottement, ça va être l'énergie thermique. Donc, énergie thermique ou travail thermique, ça va être la force de frottement fois le déplacement. Force de frottement, moins 20 newtons, parce que c'est dans le sens opposé au mouvement. Déplacement, 20 mètres, donc travail thermique, moins 20 newtons fois 20 mètres, donc moins 400 joules. Ou quelqu'un aurait fait ici 20 fois 20 fois cos 180, ça donnerait la même chose. Moins 400, c'est très bien. Donc, énergie perdue, 400 joules. Ensuite de ça, on cherche la vitesse à la fin. On sait qu'au départ, il y avait 750 joules. À cause du frottement, il en a perdu 400 joules. Donc, on est capable de trouver l'énergie cinétique qui va lui rester à la fin. Donc, 750 joules moins 400 joules, il va lui rester 350 joules d'énergie cinétique. Encore une fois, énergie cinétique est égale à une demi-mv carré. J'isole le V là-dedans. Je place mes valeurs et ça me donne une vitesse finale de 3,74
mètres par seconde. Donc, c'est tout pour ce cours-ci. À la prochaine capsule, on va parler justement des transformations d'énergie, comment l'énergie va passer d'une forme à l'autre et les conséquences thermodynamiques associées à ça et les différentes formes de transfert. Et on va reformuler la loi de la conservation de l'énergie qui a souvent été torturée dans le passé. Bonne fin de journée tout le monde!